Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch. On est sur Twitch en ce mardi 2 avril 2024, il est 11h du matin. Hier, c'était le 1er avril, ce qui veut dire qu'en matière de news jeux vidéo sérieuses, il n'y avait pas grand-chose. Ce qui m'a permis de vous concocter plutôt une émission centrée sur l'approfondissement des infos de la semaine dernière. Et je ne vous ai pas non plus préparé une espèce de best-of des meilleurs poissons d'avril. De manière générale, je trouve d'ailleurs que l'industrie est de plus en plus sage et intéressante sur le sujet, puisque maintenant elle a tendance à vraiment bien emballer ses poissons d'avril de manière à ce que ça ne puisse pas être pris pour des fausses informations. Quand c'est vraiment un truc pas assez gros et qui pourrait être mal interprété, c'est bien signalé. Et puis sinon, c'est souvent des modes de jeu un peu idiots, des trucs qui finiront probablement en vrai jeu un jour. On rappelle que c'est littéralement un poisson d'avril qui a fait fléchir le destin de la série Yakuza, enfin pardon, Like a Dragon. Du coup, voilà, tout est possible, mais c'est pas le sujet de cette émission. Là, on va vraiment parler de l'actualité dans sa forme la plus sérieuse. On rediscutera de Embracer qui revend Gearbox. Nous ferons un passage par la situation chez Sega, avec d'un côté le divorce avec le studio Relic, mais aussi ce qu'il se passe du côté de Sega of America et de ses syndicats. On fera un tour chez Nintendo of America également. On parlera de la Triple I Initiative, une initiative de stream indépendant uniquement pour vous présenter des jeux indépendants pendant 45 minutes et rien d'autre, avec un certain budget quand même, ces jeux en l'occurrence, qui nous donnent rendez-vous la semaine prochaine pour sa première édition. Et puis naturellement quelques catastrophes dans l'industrie également. Quelques ressortissants de la crise actuelle, quelques studios qui vont pas super bien, et puis quelques studios qui en profitent aussi pour s'affiner, travailler leur flexibilité, bref, tout ça. Mais avant toute chose, une petite bande-annonce me semble pas trop mal. Une petite bande-annonce de jeu indépendant, un jeu que j'attends depuis très longtemps, avec lequel je vous ai bassiné pendant très longtemps également, et qui a une date de sortie désormais le 29 mai 2024. Il s'agit de Nine Souls qui s'est annoncé et qui s'est daté il y a quelques jours. « 29 mai donc pour Nine Souls, ce Metroidvania action platformer Tao Punk par le studio taïwanais Red Candle Games. Souvenez-vous, c'est ce studio qui, avec sa série de jeux d'horreur en vue à la première personne, avait eu quelques problèmes avec le gouvernement chinois pour une blague laissée quelque part dans le jeu. Ils sont partis sur complètement autre chose. La démo de Nine Souls avait fait grand bruit lors de sa distribution. Nous, on vous l'avait streamé. Chaque personne qui s'intéressait un petit peu soit au Metroidvania, soit au Souls-like en 2D. En l'occurrence, là, c'est vraiment un jeu très inspiré dans son fonctionnement par Sekiro. Qui va vraiment tout miser sur les parades parfaites et les parades enchaînées sur des longs combos, etc. Avec une esthétique, comme vous avez pu le voir, que le studio lui appelle Tao Punk, mais qui pour nous, on dira juste sublime en l'occurrence. Et Nine Souls, devait sortir, il me semble à la base, pensé pendant un temps en 2023, mais là, du coup, nous laisse espérer
Une sortie là bientôt, 29 mai, c'est très cool, c'est quasiment demain. Alors on pourrait parler d'un autre jeu que ce jeu-là vous a peut-être évoqué et qui est dans l'actualité, qui est revenu dans l'actualité au pire jour, le 1er avril. Le 1er avril, apparition effectivement de l'affiche Microsoft Store de Hollow Knight Silksong, ainsi que certification du jeu à l'ESRB américain, l'équivalent du PEGI pour les États-Unis. Ça ne veut rien dire. Voilà, ça ne veut rien dire. C'est pas une blague. Ça a été vérifié auprès d'officiels de Microsoft, donc c'est pas une blague. Ça tombe effectivement au pire moment, mais ça ne veut rien dire. Voilà, puisque en l'occurrence, on peut tout à fait faire certifier un jeu assez loin avant sa sortie. Ça veut juste dire qu'on est arrivé suffisamment, voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on a pu faire valider, etc. J'aimerais vous dire que ça sortira demain à 15h en plein durant le tournage de Wishlist, mais je préfère simplement vous dire que demain, effectivement, à 14h sur cette chaîne, et un peu plus tard sur Patreon, puis sur YouTube et en podcast, c'est enfin la deuxième de Wishlist, mon émission dédiée aux jeux vidéo indépendants, qui s'est malheureusement repoussée le mois précédent pour plein de raisons de planning, mais si tout se passe bien, si les astres sont avec nous, on sera en plateau demain à partir de 14h avec Dollywood pour nous parler bien sûr de Steam Festival et de son exploration vraiment en profondeur du dernier Steam Festival. Voilà, maintenant que j'ai placé ma petite publicité, eh bien on peut repartir sur le rappel des titres et forcément le rappel des titres de la semaine dernière va nous amener tout de suite vers Embracer, Gearbox et Take-Two. Donc c'est désormais officiel, Embracer s'est séparé d'une grosse partie de Gearbox, le développeur-éditeur que le groupe suédois s'était offert début 2021. À l'époque, Embracer avait mis 363 millions de dollars sur la table et promis de verser jusqu'à près d'1 milliard supplémentaire en bonus et en actions qui étaient en fait indexés sur les performances de Gearbox sur les 6 prochaines années. Et puis finalement, 3 ans plus tard, la gueule de bois d'Embracer, on l'a suffisamment documenté ici, voilà que donc Gearbox passe entre les mains de Take-Two, contrairement à Saber Interactive qui était revenu indépendant avec des fonds privés. Eh bien, Gearbox se revend à Take-Two, qui est l'éditeur historique de la plus grosse franchise développée par Gearbox, à savoir Borderlands. Et ils ont racheté l'entreprise de Randy Pitchford pour 460 millions de dollars, ce qui revient surtout à s'offrir 3 studios de développement qui sont Gearbox Software, Gearbox Montréal et Gearbox Québec, mais pas forcément tout ce qui était devenu Gearbox sous contrôle d'Embracer. Je ne sais pas si vous êtes vraiment familier du modus operandi de Embracer, mais en gros, le groupe n'hésite pas à racheter des bouts de trucs ailleurs et à dire ok, maintenant vous vous appelez Gearbox Truc, on va vous mettre dans la branche Gearbox, toi tu vas aller chez Saber, etc., etc. Et ces éléments-là qui avaient été ajoutés à Gearbox sur le tard, ou en tout cas au cours de ces 3 dernières années, eh bien Embracer va les garder. C'est par exemple le cas de l'éditeur Perfect World Entertainment. Souvenez-vous, Embracer rachète la branche américaine de Perfect World, qui est un éditeur chinois, à Perfect World. À ce moment-là, ça s'appelle Perfect World Entertainment. Ils ne savent pas quoi en faire parce que clairement, eux, ils ne sont pas Perfect World. Et ils le renomment Gearbox Publishing. Et Gearbox Publishing, désormais, en revendant Gearbox, va devoir rechanger de nom. Voilà. Ça doit faire plaisir aux équipes qui doivent refaire les supports de communication tous les ans environ. Et donc, Gearbox Publishing reste dans les mains de Embracer ainsi que les studios Cryptic Studios, qui s'est pris des licenciements Made in Embracer il y a quelques temps, Lost Boys Interactive, qui s'est pris des licenciements Made in Embracer il y a quelques temps, et également, si je dis pas de bêtises, comment s'appelle-t-il, Captured Dimensions, un studio un peu moins connu. Et au passage, Embracer se garde des licences que gérait justement cette branche Gearbox Publishing, dont Remnant, Remnant surtout avec le grand succès de Remnant 2, et puis également Hyper Light Breaker qui était édité par Gearbox Publishing et qui restera chez Embracer désormais. Donc voilà. Cryptic, est-ce qu'on parle des City of Heroes? Oui, mais c'est un studio qui a énormément souffert sous les mains d'Embracer, qui est passé par des tentatives
très ratés, comme notamment un action RPG dans le monde de Magic l'Assemblée. Putain, le mec a dit Magic l'Assemblée en 2024. Et qui va plutôt très mal et qui a été transformé grosso modo en un studio de support qui risque très probablement de filer des coups de main désormais sur des jeux mobiles qui ne sont même pas les siens. Voilà le sort qui a été fait à Cryptic par Embracer. Et donc, à côté de ça, bien sûr, Embracer est tout content, hein. Ils ont encore réussi donc à diminuer leur masse salariale en revendant Gearbox, tout en rentrant quelques centaines de millions de dollars. Exactement ce qui s'est passé quand ils se sont séparés de Saber Interactive il y a 2 semaines, tout en gardant les trucs qu'ils avaient envie de garder, toujours à la carte bien sûr. Et Take-Two, de son côté, est également très content parce que eux, ils peuvent officialiser qu'un nouveau Borderlands est évidemment en développement actif, puisqu'il y avait un Borderlands en développement actif chez Gearbox. Et puis, voilà, eux, ils vont pouvoir mettre le paquet sur la licence Borderlands. On a le film de Eli Roth qui sort cet été. Et ils en profitent aussi pour annoncer qu'un nouvel Homeworld était également officialisé. Alors même que le 3 n'est pas encore sorti, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est dire si vraiment tout le monde est content. Alors est-ce que vraiment tout le monde est content? Je dirais que moins contents sont peut-être les gens qui se font un brinque-balai de maison mère en maison mère avec entre des passes de licenciement pour rythmer un peu tout ça, hein, les développements qui sont précipités pour donner du sens au montant de ces rachats, hein. On se doute bien que maintenant chez Gearbox, il y a un certain poids pour pouvoir effectivement donner raison à Take-Two sur un Borderlands qu'on imagine être Borderlands 4. Ces studios de soutien qui sont avec toi un jour et qui ne le sont pas le lendemain, hein. Gearbox par exemple développait Borderlands en compagnie de Lost Boys Interactive qui reste chez Embracer. Donc là, le travail constamment instable, l'incertitude de qui va signer ton chèque et est-ce qu'on te signera encore un chèque le mois prochain, l'année prochaine. Ça, c'est bien effectivement tout le vrai sujet derrière ces grands passages d'entreprise d'une main à une autre. Et pendant ce temps-là, bien sûr, chez les actionnaires d'Embracer, on garde le cap, hein. On est au moment même où Gearbox va passer d'une main à une autre. Et les actionnaires d'Embracer, ils ont juste pas le temps. Et le jour même de l'annonce par le PDG d'Embracer, Lars Wingefors, à ses actionnaires du projet de revente de Gearbox, eh bien, on lui demandait déjà, durant la séquence de questions-réponses, si l'heure n'était pas venue de se remettre à racheter des studios. Il faut imaginer un peu la mentalité de vampire, les bas instincts de sangsue dans lesquels on baigne quand c'est la première question, l'une des premières questions qu'on va poser à un PDG qui vient à peine de se remettre, en gros, de se débarrasser d'énormément de gens et de salaires après avoir clairement mal mené sa barque ces derniers temps. Mais Embracer l'a toujours dit, il s'appelle Embracer pour ça. We embrace. On donne l'embrassade vampirique, hein, si vous êtes familier de Vampire la Mascarade, à des entreprises, à des licences, à des équipes, etc., etc. Le nom de l'entreprise dit absolument tout ce qu'il y a à savoir de l'écosystème financier qui est autour de tout ça. Et donc effectivement, figurez-vous que le PDG d'Embracer a quand même trouvé le temps de dire non, là c'est un peu tôt quand même. Et quand Lars Wingefors vous dit que c'est un peu tôt, à mon avis, c'est que vous êtes loin, mais très 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 loin. Bref, du côté de Gearbox, du coup, les dessous de cette transaction, ils commencent déjà à s'éclairer un petit peu. Et on a vu plusieurs personnes expliquer sur les réseaux sociaux que pour elles, la revente avait été synonyme de licenciement, justement. Et il semblerait que, grand classique de ces fusions-acquisitions, il semblerait qu'Embracer n'ait pas vendu tous les actifs de Gearbox tels quels à Take-Two, mais une version amaigrie, dégraissée, une version plus agile de l'entreprise. Comme je le dis, hein, c'est un truc qui arrive très très souvent lors de ces sessions. On avait vu par exemple Epic le faire avec Bandcamp, hein, quand ils ont revendu Bandcamp à SongTrader. Et on ne connaît pas pour l'instant encore l'ampleur de la charrette à l'heure actuelle. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ça aura été très rapide, hein, parce que d'habitude, ce genre de témoignage, ça surgit sur Internet dans les semaines, voire les mois qui suivent un rachat, pas
dans les heures suivantes. Mais bon, c'est aussi ça, l'efficacité made in Embracer. On rappelle que cette revente, elle n'est pas encore validée et que le processus ne sera en fait finalisé pas avant le premier trimestre du prochain exercice fiscal. Ça veut dire que pour l'instant, c'est un projet de revente et qu'il sera validé entre mars et juin 2025. Mais on commence déjà à affiner le joli Gearbox pour Take-Two. Alors, on reparlera des mouvements chez Sega plus tard, et notamment de Relic, etc. Mais là, je voulais effectivement espacer un peu tous ces sujets pour éviter que ça fasse trop gros d'un seul coup. On peut peut-être passer sur un chiffre sorti ce matin. Ce sont les 2,5 millions de Dragon's Dogma 2 vendus. C'est le petit flex de Capcom sur ce début de semaine. Et on comprend pourquoi il pourrait avoir envie de flex. Il avait fallu environ un mois au premier Dragon's Dogma pour réaliser 1 million de ventes. Donc un très bon démarrage qui donne, à mon avis, foi à Capcom pour une très belle ligne de vie pour son deuxième épisode. Au Royaume-Uni, pour information, Dragon's Dogma 2, si on prend les ventes physiques et les ventes dématérialisées, il vient de réaliser le plus gros démarrage jeu vidéo de l'année en comptant, bien sûr, Final Fantasy VII Rebirth, à qui il met une petite distance, très légère, mais petite. Alors bien sûr, il faut bien comprendre le périmètre de tout ça. On parle bien des ventes faites sur la semaine de lancement, et il reste au milieu de tout ça un immense éléphant qui ne déclare pas ses chiffres aux organismes qui permettent de faire ses relevés, et c'est Palworld. Donc on se doute bien que Palworld, par exemple, a fait le meilleur démarrage par rapport à Dragon's Dogma 2, mais chez les éditeurs qui déclarent ces chiffres, eh bien Dragon's Dogma 2, il met une vitesse à FF7 Rebirth sur cette semaine de lancement au Royaume-Uni, mais également à un jeu comme Helldivers 2, Helldivers 2 qui, pour rappel, a eu une courbe un peu différente, c'est-à-dire que la première semaine n'a pas été incroyable au Royaume-Uni, et c'est vraiment la grande viralité du jeu, le côté très communautaire, tout ce qu'on a pu voir de bouche à oreille, qui a amené ensuite les semaines suivantes à être particulièrement intéressantes pour le jeu de Arrowhead. Donc effectivement, Dragon's Dogma 2, ça commence très très bien, et c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour Capcom. Cependant, c'est pas forcément vrai sur tous les territoires, et par exemple, eh bien, qui met plutôt un petit taquet sur le haut de la tête de Dragon's Dogma 2 sur sa semaine de lancement au Japon, eh bien c'est Princess Peach Showtime, la princesse Peach, qui, quand même, s'impose avec quelques 10 000 ventes supplémentaires au Japon, devant Dragon's Dogma 2, qui lui-même est un petit peu plus haut placé que Rise of the Ronin, sur leurs semaines respectives, bien sûr. D'ailleurs, chez Gamecult, on a Jarod qui note que le lancement de Rise of the Ronin n'est pas si éloigné des lancements japonais des autres jeux de la Team Ninja. Par exemple, par rapport à un Nioh, c'est un peu plus bas qu'un Nioh, mais c'est quand même dans les mêmes ordres de grandeur. En revanche, si on voulait comparer ça à un lancement vraiment, gargantuesque sur le territoire japonais, comme celui de Ghost of Tsushima, là, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur, mais personne ne sera vraiment surpris de l'apprendre. Sur le chat, vous dites, en France aussi, Peach est devant Rise of the Ronin et Dragon's Dogma 2. Je ne suis pas particulièrement surpris de l'apprendre, et j'ai très très hâte de faire Peach quand j'en aurai l'occasion. Dans les chiffres récents qu'on a vu passer aussi, Unicorn Overlord a dépassé les 500 000 ventes, à la fois en physique et en dématérialisé. Ça, je vous avoue que je vous livre le chiffre un petit peu au débeauté. En l'occurrence, je n'ai pas de quoi vous le remettre en perspective, mais ça vous donne un premier ordre de grandeur. Allez, voici 20 secondes de vidéo, et ensuite on parle de la Triple I Initiative. Voilà, c'est tout ce dont vous aurez besoin en termes de matériel visuel pour entendre parler de la AAA Initiative. Beaucoup de noms de jeux très prestigieux qui se sont affichés en 20 secondes de vidéo. C'est la fin d'un teasing pour l'initiative AAA
qui est en fait un mystérieux programme à la base, auquel semblaient être attachés quelques très gros noms du jeu vidéo indépendant à gros budget. Il y a quelques jours, on avait vu ce logo avec les 3 i tête bêche faire son apparition coordonnée sur les réseaux sociaux des créateurs de Dead Cells, enfin en tout cas pardon, de Evil Empire, donc les gens qui ont continué le travail sur Dead Cells, de Darkest Dungeon, de Risk of Rain 2, de Spiritfarer, de Slay the Spire, de Vampire Survivors, de V-Rising, enfin bref, un certain gratin tout de même du jeu vidéo indépendant. Alors de là, chacun a pu un petit peu conjecturer sur la nature exacte de cette initiative. Personnellement, moi je me suis demandé d'abord s'il s'agissait d'un label, d'une sorte peut-être d'interface de partage de connaissances entre développeurs indépendants, sait-on jamais, voire carrément un éditeur. Mais finalement, la Triple I Initiative, c'est un dispositif événementiel dont on découvrira la première édition mercredi prochain, mercredi 10 avril, 19h, heure française. Alors, il faut envisager ce stream Triple I comme un regroupement d'indépendants qui pèse suffisamment tout de même pour avoir envie de reprendre un petit peu la main sur leur communication dans un moment, grosso modo, où ces studios estiment qu'ils n'ont plus exactement de bon endroit où faire leur com. D'un côté, il y a les Game Awards, chez qui un studio comme Evil Empire, par exemple, quand ils veulent annoncer le DLC Castlevania pour Dead Cells, eh bien là-bas, ils n'ont pas droit de présence dans les Game Awards et sont en fait relégués au pré-show des Game Awards, donc les annonces qui sont faites avant le début de la cérémonie. Et puis de l'autre, eh bien, il y a des streams comme Guerrilla Collective, le Wholesome Games ou même les Future Game Show. Et là-bas, eh bien, ce sont des jeux indés à peut-être trop gros budget et qui sont peut-être un peu trop gros et qui risquent de faire peut-être un peu trop d'ombre. Alors, ils ont décidé de faire quelque chose comme leur propre stream, cette fois avec une trentaine de développeurs, parmi lesquels ceux qu'on a cités un tout petit peu avant, mais aussi les développeurs de Terraria, les développeurs de Deep Rock Galactic, le studio derrière Celeste et bientôt Earthblade. Je dis bientôt mais plutôt un jour parce qu'on sait désormais que Earthblade ne sortira pas cette année. Les développeurs de Hyper Light Breaker justement et d'autres développeurs non annoncés qui seront présents durant cet événement qui se veut compact, qui va durer 45 minutes et dont le but est d'envoyer du très lourd aux gens qui ont une curiosité, on va dire, particulière du jeu vidéo indépendant, qui veulent du jeu vidéo indépendant quand même très léché, avec un certain budget, qui veulent du triple I, ce qui était d'abord, ce qui a été pendant un temps un acronyme blague presque, et que ces studios ont décidé de se réapproprier dans leur manière de communiquer dans les temps à venir. Alors l'initiative triple I, elle semble être née, ou en tout cas en très grande partie, à Bordeaux, chez Evil Empire, justement, après quoi il semblerait qu'il y ait de nombreuses discussions qui aient conduit justement ces studios à se dire ok, on est tous d'une taille et d'une renommée un petit peu commune, on va dire. Est-ce que la bonne solution ce serait pas de se rapprocher pour communiquer ensemble, créer un événement qui s'adresse directement aux gens qui aiment cet indé à gros budget et puis se fournir les uns les autres une audience extrêmement qualifiée, comme on dit, extrêmement intéressée et curieuse des genres de jeux que nous on fabrique quoi. Alors pour l'instant ça va être un stream mercredi prochain. Maintenant la question que moi je me pose c'est déjà celle de la suite, parce que des studios dits triple I, il y en a un certain nombre dans ce regroupement, il y en a un certain nombre qui n'ont pas encore été contactés par ce regroupement, mais tous n'ont pas forcément quelque chose à dire ou à montrer chaque année. S'ils veulent régulariser l'événement, il va peut-être falloir à ouvrir la porte, comme le font d'autres événements. Il va falloir aller chercher du contenu. J'utilise des très gros guillemets, mais vous voyez de quoi je parle. Et alors là, j'ose à peine imaginer les prises de choux absolument immenses pour définir ce qui est un studio et un projet du même tonneau que le leur finalement, ce qui n'est pas vraiment qu'est-ce qui est un studio qui est triple I initiative compatible et ce qui ne l'est pas finalement. En tout cas, ça pose beaucoup de questions cette annonce et je dois avouer que j'ai hâte de voir comment ce regroupement spontané entend gérer tout ça, parce qu'en plus c'est pas comme les Game Awards par exemple où c'est une marque ou en tout cas un producteur ou une maison de production
qui a le Final Cut surtout. Il y a quelque chose de l'ordre du décentralisé dans le sens où en fait tout semble avoir, voilà, s'être regroupé sans qu'il y ait véritablement de chef. C'est pas Evil Empire qui organise la AAA initiative. Je me demande également un autre truc, c'est voilà, en regardant cette annonce d'une toute autre lorgnette, je me demande comment c'est reçu par les plus petits studios de jeux vidéo indépendants, parce que on peut aussi regarder ça en se disant, attendez, en pleine crise des financements dans le jeu vidéo indépendant, là où en fait ne semblent justement survivre que les studios qui possèdent déjà un rayonnement fort et qui possèdent des licences fortes et qui sont capables de dire à des financiers en pleine adversité au risque, oui, je vais faire une suite à ce jeu qui a très bien marché. Je me demande si voir ces espèces de miraculés, ces survivants, hein, on parle souvent du biais du survivant dans le jeu vidéo indépendant, eh bien, se serrer les coudes entre eux et s'organiser un truc rien qu'à eux, est-ce que ça peut pas aussi frustrer certains plus petits? C'est vraiment une question que je me pose. C'est pas mon avis, mais je me suis quand même demandé ce truc-là, parce que je me dis, voilà, il y a des gens qui se rêvent peut-être, qui espèrent peut-être que c'est ce qu'on appelle ces indie darlings, quelque part, s'impliquent plus directement pour faire ruisseler en quelque sorte, c'est peut-être pas le bon terme, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, pour élever les autres, pour donner accès aux plus petits, aux moyens, ou en tout cas aux connexions que eux ont. Alors c'est très schématique et naïf, hein, ce que je raconte, parce que ce serait un tout autre taf si soudain en fait la AAA initiative devait être finalement un label qui va venir aider des plus petits. Ce serait pas du tout la même chose que se regrouper entre copains parce qu'on pense qu'on fait des jeux plus ou moins du même budget ou en tout cas du même rayonnement. Il faudrait vraiment commencer à se poser la question d'une direction éditoriale, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais voilà, je sais pas. En tout cas, ça m'a soulevé cette question-là. Je ne pense vraiment pas que ce soit un projet qui amenuise ou qui diminue les petits développeurs, dans le sens où je comprends vraiment le besoin de ces studios-là, avec cette taille particulière, de trouver leur place dans l'offre des streams actuels, des conférences actuelles, et je comprends ce moment où tu te dis, là je suis trop gros, et là je suis trop petit. Et il faut bien peut-être que je me fabrique ma propre maison pour faire mes annonces, effectivement avec une aura de hype, on va pas se mentir. Enfin, la semaine prochaine, mercredi prochain, ce sera donc le 10 avril pour rappel, à 19h, mais moi je vais être devant mon poste de télévision. Et oui, j'ai dit poste de télévision parce que je sais pas si vous avez vu la liste de développeurs qui sont affichés. Et évidemment que ça me semble, pour toute personne intéressée par le jeu vidéo, quand même extrêmement hype, quoi. Mais j'ai hâte de voir effectivement comment ça va se développer sur le temps long. Est-ce qu'il va y avoir un petit programme de mise en avant des plus petits que soi, ou en tout cas d'élévation de certains vers ce qu'on pourrait appeler un statut de petit triple I. Bref, je sais pas. Mais du coup, je pense qu'on peut se dire que la semaine prochaine, il y aura un stream sur cette chaîne pour suivre cette toute première édition de l'initiative Triple I. Des nouvelles de X-Defiant ou Cross-Defiant, hein, bref, le FPS multijoueur de Ubisoft qui devait sortir fin mars et est évidemment reporté à une date ultérieure non précisée. En gros, on est dans une période de trouble pour X-Defiant, un jeu qui s'appelait avant ça Tom Clancy's Cross-Defiant, développé par Ubisoft San Francisco, et en fait un jeu dont la réputation publique a connu quelques montagnes russes tout de même. D'abord un jeu qui a été moqué de base, puis qui a disparu des radars pour se réannoncer, gagner en popularité avec un nom un petit peu raccourci et une DA un peu moins criarde, et puis convaincre plutôt très largement avec une bêta. Et puis disparaître à nouveau et inquiéter à nouveau le public, hein, le jeu, pour rappel, d'une équipe qui est emmenée par Mark Rubin, qui est un ancien d'Infinity Ward. Eh bien, il était supposé à la base avoir un petit problème de certification constructeur. Alors ça peut vouloir dire plein de choses, une certification constructeur, hein. Ça peut vouloir dire que par exemple votre connectivité au chat vocal de l'écosystème PlayStation ou Xbox ne fonctionne pas. Ça peut être beaucoup de choses qui sont liées très souvent à l'écosystème autour du jeu, l'écosystème du constructeur de la console. Et en gros, il avait perdu à ce moment-là sa période de sortie de base qui était fixée à l'été 2023. Après quoi, Ubisoft avait expliqué qu'ils avaient un plus gros souci technique.
voire un truc vraiment critique au niveau du code réseau du jeu qui empêchait en fait le jeu de sortir. Et là, ils avaient annoncé qu'ils seraient prêts pour le premier trimestre 2024. Et puis justement, l'équipe de développement de XDefiant ou CrossDefiant, appelez-le comme vous voulez, vient de confirmer que le jeu allait encore avoir besoin de temps. Et en même temps, ils ont annoncé la mise en place prochaine d'une bêta, une bêta éclair de 12 heures pour, selon eux, tester la charge serveur. Donc pas de date fixée pour l'instant pour cette bêta, mais la promesse du côté de chez Ubi San Francisco qu'une fois ce stress test effectué, eh bien eux seraient en mesure de programmer la vraie sortie du jeu. Tout ça, ce sont des méthodes de communication qui vont réveiller des instincts de survie chez les joueurs très affiliés Ubisoft, parce que ça rappelle un petit peu les petits sauts de puce qu'avait fait pendant très longtemps Skull and Bones, parce que voilà, très souvent les reports de Skull and Bones ces dernières années passaient effectivement par des annonces de oui, bon il nous faut un petit peu plus de temps, mais voici une bêta, venez jouer, et puis on en parlera un petit peu plus tard. Tout ça, voilà, effectivement, ça donne une réputation un peu compliquée au jeu, et là on parle uniquement du jeu, mais ça jase, et ça jase aussi, et à juste titre, depuis un article sur le site Insider Gaming à propos d'Ubisoft San Francisco. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que Insider Gaming et le journaliste Tom Henderson, des gens que je cite vraiment pas tout le temps dans cette émission pour des raisons que je vais vous expliciter, eh bien, ils sont venus timidement soulever la possibilité que le studio souffre également de gros problèmes de culture toxique, avec un management qui irait à l'encontre du bon développement du jeu, et d'un syndrome de Boys Club, comme on a vu beaucoup dénoncé chez Ubisoft, et surtout depuis l'explosion des témoignages à l'été 2020, c'est-à-dire à la fois effectivement une équipe de cadres mecs qui font un peu la loi et qui se comportent de manière soit déplacée, soit très répréhensible, et également un système de protection par les ressources humaines de l'entreprise. Bref, quelque chose de très classique quand on a déjà un petit peu lu sur le système Ubisoft de manière générale. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'espère vraiment très fort qu'un média un peu plus sérieux et véritablement engagé dans ces questions que Insider Gaming se saisissent du dossier et entendent des témoins dans les temps à venir. En l'état, en fait, Tom Henderson et Insider Gaming, mais je crois que l'article est signé Tom Henderson, il propose un article qui est assez compliqué à dépioter, qui va mélanger des faits graves et importants avec l'opposition personnelle qu'entretient volontairement Tom Henderson avec Mark Rubin, le producteur du jeu, l'opposition un peu plus large qu'entretient Insider Gaming avec l'entité Ubisoft de manière générale, mais plus vis-à-vis de ses jeux et de sa direction éditoriale. Et puis, une fois qu'on dépasse cette intro qui est un peu bizarre, il y a un récit qui est assez mal balisé, qui est mal daté, qui permet clairement de comprendre qu'il y a eu et qu'il y a des problèmes chez Ubi San Francisco, qu'il y a eu là-bas couverture et qu'il y a là-bas couverture de comportements toxiques, mais on a du mal à comprendre, on a du mal à se faire une image de quand était quoi, ni dans quel état est actuellement l'équipe d'Ubisoft San Francisco. Et surtout, cette mise en lumière, on le sent, c'est clair dans l'article malheureusement, c'est pas l'objectif premier de l'article qui cherche surtout à obtenir des petites phrases un peu punchy sur l'état du jeu pour exciter un public quand même qui est très gaming de la gaimance, les exciter face à un concurrent de Call of Duty très très mal vu parce que concurrent de Call of Duty quoi. En fait, on sent que Henderson, il a eu accès à des témoignages clairement, mais on sent qu'il n'était pas vraiment intéressé par un vrai gros article visant à libérer la parole. Il lui fallait quelques cartouches pour donner du poids humain à son article, ou alors si Insider Gaming a décidé de laisser tomber les scoops et les pétages d'embargo pour se reconvertir aux enquêtes sociales, je pense qu'ils n'ont pas encore la méthode de travail qui va avec. Voilà. Donc oui, comme dit, j'espère vraiment qu'un média type Eurogamer ou Kotaku trouvera justement le temps d'explorer cette piste plus à fond et d'entendre membres et ex-membres d'Ubi San Francisco, comme par exemple la développeuse Lisette Titre Montgomery, qui est passée depuis par Double Fine et qui a monté sa propre structure, mais qui s'est exprimée publiquement ces derniers jours sur son passage chez Ubi San Francisco entre 2015 et 2017. Vous me direz, ça date,
mais ça permettrait de commencer à dresser un peu le portrait robot de l'évolution ou de la non-évolution d'un studio. Et elle raconte effectivement un studio qui était à l'époque en proie aux abuseurs et au harcèlement moral, avec le même système de protection des managers par les RH qui étaient en poste à ce moment-là. Et vu que Ubisoft San Francisco n'a pas vraiment été mis sous les projecteurs des médias jusqu'ici, en tout cas à l'époque de l'explosion des témoignages en 2020, eh bien les chances que Ubisoft ne soit pas allé y faire un ménage de fonds nécessaire, elles sont pas négligeables évidemment. Donc vivement donc une lumière à mon sens plus clairement pointée sur cette situation-là, même si comme vous le savez peut-être et si vous suivez un petit peu les médias actuellement et les médias jeux vidéo actuellement, eh bien voilà, les médias anglo-saxons qui ont accès aux gros studios AAA américains et qui ont encore la possibilité donnée par leur direction de porter la contradiction aux éditeurs et d'enquêter, eh bien ça se fait de plus en plus rare à mesure que les grands groupes médias décident de transformer la plupart des magazines qui faisaient encore de l'enquête en fermes à contenu. Ça vaut pour les anglo-saxons, ça vaut ailleurs aussi, mais là on le voit particulièrement autour de IGN et autour surtout de Kotaku. 3 petites bandes annonces, histoire simplement de couper un petit peu les sujets trop lourds et de faire quelques découvertes potentiellement. La première ce sera celle de Eden's Guardian, un jeu qui va vous rappeler Blasphemous et dont le studio est lui aussi espagnol, qui se finance actuellement sur Kickstarter. C'est du Metroidvania, Dark Gothic, vraiment ça va vous rappeler des choses. Eden's Guardian, donc, alors effectivement, peut-être que les similitudes artistiques avec Blasphemous seront peut-être un peu trop forcées pour certaines personnes. Cependant, eh bien, figurez-vous que la démo du jeu avait pas mal convaincu. Il me semble qu'elle est toujours disponible sur Steam, et donc le jeu a l'air d'avoir une courbe plutôt intéressante là sur Kickstarter. Ça a l'air de plutôt très bien se passer pour lui. Donc voilà, une plutôt bonne nouvelle. Et une autre bande-annonce que je voulais qu'on regarde rapidement, je la cherche, elle est juste là. Ça m'intéresse tout particulièrement. Ça nous vient de France, justement. Ça s'appelle The Planet Crafter. Si vous avez joué par exemple à Subnautica, ça vous rappellera des choses. C'est un accès anticipé depuis longtemps. C'est développé, il me semble, par une équipe, une core team de 2 personnes. Et la 1.0 vient d'être datée pour le 10 avril prochain.
Moi, je trouve que ce trailer, il est ouf. Se dire qu'il s'agit d'un couple français qui développe une espèce de Subnautica à base de terraforming martien sur base donc d'accès anticipé depuis un temps fou maintenant. Mon début de découverte de l'accès anticipé, j'avais adoré. Tous les gens qui sont un peu plongés dedans sont tombés très 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 fort là-dedans. Donc on est sur de l'exploration, crafting bien sûr, jouable seul ou en multi si je dis pas de bêtises. Et donc la sortie c'est le 10 avril prochain. Attendez-vous à ce que je vous bassine avec ça sur Origami d'une manière ou d'une autre. Ça va me sembler assez évident. Vraiment, j'avais adoré cette découverte du jeu qui est plein, dès le début de son accès anticipé, qui était plein de surprises, de moments, d'instants où tu te dis « Waouh, ils sont 40, 50 là-dedans ». Et non, en fait. Et c'est assez incroyable. Bah, d'ailleurs, Dollywood est pas mal tombé dans Planet Crafter, hein, si je dis pas de bêtises. Je vous avais promis 3 bandes annonces, mais en fait, je m'étais complètement planté. Il y en avait que 2, puisque la troisième, je l'ai mise au début, c'était Nine Souls. Voilà. On continue, et c'est fini. La bamboche, c'est terminé. La bonne ambiance, c'est terminé. On va parler de Sega, de Relic. Et bon, bah, Sega, en ce moment, effectivement, on est plutôt sur de l'allègement de voilure, n'est-ce pas? On abordait donc en fin de semaine dernière dans l'hebdo le divorce d'avec Sega de Relic Entertainment. Hein, c'est un studio canadien qui est derrière les séries Company of Heroes et Warhammer 40 000 Dawn of War. Relic a en effet trouvé des fonds pour couper les ponts avec son propriétaire qui avait justement ouvertement le studio dans son collimateur, surtout depuis le fiasco de Company of Heroes 3. Ils ont développé également Age of Empires 4, mais c'était pas pour le compte de Sega, c'était pour le compte de Microsoft, tout en étant possédé par Sega. Relic avait donc licencié 120 personnes l'an dernier et donc continuait ce qui ressemblait un peu à un chemin de croix pour essayer de satisfaire au mieux les fans de Company of Heroes qui étaient déçus par ce 3e épisode. Et si on ajoute à ça qu'avant, leur dernier jeu pour Sega, c'était justement Dawn of War 3 qui lui aussi avait fait un flop, en tout cas un flop critique, clairement, les relations ne devaient pas être au beau fixe et Relic a dû sentir que les prochaines opérations de réduction des coûts, elles allaient repasser par chez eux à un moment. Donc, autant trouver des partenaires externes, en l'occurrence ici un jeune fonds d'investissement britannique, et se proposer au passage d'alléger Sega de quelques centaines de salaires. Alors on ne connaît pas le montant de la transaction, ni d'ailleurs les conditions précises. Par exemple, est-ce que Company of Heroes, historiquement qui est une licence possédée par Relic et non par Sega, est-ce que la licence a changé de main à ce moment-là pour par exemple alléger le tarif? On sait que le studio va continuer à travailler sur l'amélioration de Company of Heroes 3, mais ça ne nous dit rien par rapport à la licence. Hein. Il pourrait tout à fait continuer à travailler avec Sega dans le futur, tout comme par exemple Toys for Bob, manifestement, va continuer à travailler avec Activision, Microsoft et peut-être même sur la licence Spyro, si je dis pas de bêtises. Est-ce que Relic, désormais indépendant, veut justement continuer à travailler avec Sega ou pas? Tout ça, on ne le sait pas, ça va demander un petit peu de patience. Ce qu'on sait en revanche, c'est que l'ambiance, clairement, est un petit peu particulière en ce moment chez Sega, et notamment ce qu'on appelle souvent la branche Europe, mais en gros, il faut plutôt penser la branche PC. C'est très basé sur l'Europe. Relic était presque une excroissance canadienne de cette stratégie-là. Et donc, voilà, en parallèle de la revente de Relic, Sega a confirmé qu'il licenciait une fois de plus 240 personnes cette fois à travers plusieurs de leurs studios européens et notamment des antennes britanniques. Enfin, eux, ils appellent pas ça licencier, bien sûr, ils appellent ça optimiser les coûts fixes, évidemment. Et cette optimisation, on sait un petit peu via Games Industry que ça va impacter les bureaux de Sega Europe, que ça va impacter le studio The Creative Assembly qui avait déjà connu une passe de licenciement durant les 7 derniers mois, ainsi que Sega Hardlight, qui est un studio mobile et notamment créateur de jeux Sonic sur mobile. Donc interrogé justement par plusieurs journaux sur les raisons de ces licenciements, eh bien Sega Europe parle d'une baisse de la profitabilité qui serait le fruit d'un mélange
entre l'inflation en hausse et la baisse de la demande depuis la crise sanitaire mondiale. Ils n'avaient rien de mieux à proposer, honnêtement, qu'une périphrase pour dire « Ouais, bah pareil que les autres, en fait. Hein. On a juste trop promis à nos actionnaires pendant le Covid et maintenant, bah, faut qu'on fabrique de la croissance synthétique en virant des gens. » Voilà. Mais ils ont quand même tenté une périphrase. Voilà. Rien de surprenant, bien sûr, là-dedans. De ce que l'on... Évidemment, nous, on a un truc qui nous vient en tête assez facilement quand on pense à Sega Europe et à la stratégie PC de Sega. Bah, c'est le studio parisien Amplitude, hein, qui a notamment fabriqué la série des Endless. On se doute que, par exemple, un jeu comme Endless Dungeon, dans la jungle qui ont été les sorties de jeux vidéo l'an dernier, n'a probablement pas complètement explosé un plafond de verre en matière de vente. J'ai pas les chiffres, donc je vais pas m'avancer. Mais du coup, on se pose un petit peu la question. De ce que je sais, pour l'instant, Sega n'est pas venu toquer à la porte d'Amplitude pour demander à ce qu'on réduise la voilure. J'imagine que c'est peut-être pas un moment où ils vont les laisser augmenter la voilure, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire actuellement à propos d'Amplitude à cette date du 2 avril 2024. Les choses vont tellement vite, je préfère repréciser à quel jour on est quand je dis des trucs désormais. Et maintenant, on va se rendre chez Sega of America pour parler de syndicalisation dans le jeu vidéo AAA nord-américain. Donc comme je le disais, ambiance forcément un peu inquiétante pour les employés du groupe de manière générale. Et c'est pour ça que l'autodéfense d'une partie des employés s'organise, cette fois chez Sega of America qui licenciait encore en janvier, pour rappel, hein, déjà des employés précarisés, des contrats courts, des contrats intérim, des contract workers comme on les appelle. On a déjà parlé plusieurs fois de l'existence de ce syndicat qui s'appelle AEGIS pour Allied Employees Guild Improving Sega. Et donc, c'est un regroupement de 150 employés qui sont issus d'un peu toutes les divisions des bureaux américains de Sega. Et on les savait depuis un certain nombre de mois dans un grand bras de fer avec le patronat de l'entreprise sur un certain nombre de sujets. Et on a appris il y a quelques jours qu'ils avaient obtenu la signature du tout premier accord collectif permettant de mieux protéger les travailleurs et les travailleuses de l'entreprise. Et ça, c'est pas rien parce que vous allez voir, ce qu'il y a dans cet accord, ce sont quand même des choses qui peuvent avoir un certain poids et qui peuvent vraiment, vraiment préserver une certaine qualité de vie et une certaine qualité de travail au sein de Sega of America. Donc c'est quand même l'aboutissement de 6 mois de négociations et quand on voit justement les concessions obtenues, voilà, on imagine que ça a été la galère, mais ça redonne effectivement des couleurs. Augmentation du salaire de base pour tous les employés de Sega of America, de nouveaux engagements en matière de crédit dans les jeux, donc pour que toutes les personnes qui ont été impliquées au cours de la création d'un projet soient mieux citées et proprement citées, des garanties sur le maintien des possibilités de travail hybride entre présence et télétravail, pour éviter les appels au bureau arbitraire, les rappels au bureau arbitraire, quand on a quelques mois ou quelques années avant recruté en promettant que les personnes qui voulaient télétravailler et qui ont besoin de télétravailler pourraient télétravailler. Et puis également le droit, car on le rappelle, à la base, le monde du jeu vidéo, et d'ailleurs le monde de la tech de manière générale, ne le préserve que très peu, le droit de travailler sur des projets en son nom propre, sur des side projects, en à côté de son job chez Sega sans que toute votre production soit possédée par l'entreprise. On rappelle que chez Amazon Games, par exemple, c'est pas le cas. Chez Amazon Games, tu développes un jeu en à côté de tes heures chez Amazon Games, il va falloir aller négocier avec tes patrons pour pouvoir en faire une utilisation. Il me semble que c'est même pas, ça va au-delà de la simple utilisation commerciale. C'est simplement, si tu développes un truc, c'est à nous. Voilà. Donc, il y a surtout un dernier truc que Aegis a réussi à obtenir durant cette négociation, et ça c'est vraiment une victoire majeure et extrêmement rare dans le jeu vidéo américain. C'est ce qu'on appelle la Just Cause Protection, rien à voir avec le jeu vidéo évidemment. En gros, c'est l'obligation pour l'entreprise de fournir des raisons valables pour licencier et de passer par toute une série d'étapes durant lesquelles le syndicat peut s'opposer et défendre ses syndiqués
ce que à la base le droit du travail californien de base ne garantit absolument pas. En Californie, comme dans beaucoup d'endroits aux États-Unis, il suffit à une entreprise de claquer les doigts pour que tu fasses ton carton de la veille pour le lendemain. Il n'y a pas besoin de fournir une raison valable, mais tu peux, par l'intermédiaire d'un syndicat, négocier justement cette Just Cause protection. Et seuls 2 regroupements syndicaux ont réussi à l'obtenir dans tout le jeu vidéo aux États-Unis. Il y a le groupe syndical Aegis chez Sega, et puis Tender Clause Human Union, qui est en fait le syndicat fondé au sein d'un studio indépendant qui s'appelle Tender Clause. Mais voilà, sinon c'est très 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 rare actuellement aux États-Unis. Je vais pas dire en Amérique du Nord parce que je veux pas impliquer le Canada là-dedans, j'en sais rien, mais aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose de très rare et c'est une protection c'est l'une des premières protections. C'est quelque chose de très très qui nous semble naturel, mais qui est complètement contre nature là-bas. Et d'ailleurs, on l'a vu quand Sony PlayStation a annoncé sa grande charrette de 900 licenciements il y a quelques semaines. On a bien vu la grande différence qui était faite sur le traitement, même dans le communiqué, pour les employés de studios états-uniens et les employés de studios, par exemple, européens ou même japonais. Donc c'est effectivement une très très grande victoire pour le syndicat Aegis. Après voilà, c'est 6 mois de boulot, c'est une coordination de la lutte le soir, le week-end, c'est énormément d'efforts en bénévole, tout ça, mais au bout du chemin, eh bien c'est, comme je le disais, une immense victoire, mais aussi, on l'espère, un modèle qui pourra inspirer d'autres à se dire non seulement on va monter cette cellule syndicale, mais on va aussi aller chercher cet accord collectif. Donc en parlant de précariser du jeu vidéo, eh bien fini Sonic, bonjour Mario et bonjour Nintendo of America qui est actuellement en train de restructurer complètement sa division QA et testing, on va dire, hein, ils appellent ça plutôt que testing là-bas sur son campus qui pour rappel est placé dans l'état de Washington. Donc souvenez-vous, on en a déjà parlé, hein, c'est cet endroit où cohabitent les badges rouges et les badges bleus. Les badges rouges, ce sont les contrats à plein temps et les badges bleus, ce sont ces centaines de précaires que Nintendo va en fait tenir à sa disposition via un système de contrats courts, renouvelables, renouvelés à l'envi, très peu considérés, très mal payés, mais amenés peut-être, si tu t'accroches, un jour à pouvoir changer de couleur de badge, rejoindre les rangs des vrais salariés à plein temps de l'entreprise. Alors, c'est une histoire qu'on connaît malheureusement très bien, celle qui se déroule actuellement. Selon plusieurs témoins entendus par Kotaku, Nintendo serait en train de pérenniser un certain nombre de ses collaborations jusqu'ici précaires, c'est-à-dire de transformer des badges bleus en badges rouges par le biais d'une série de créations de postes et donc d'embauches. Ça, c'est le moment youpi, voilà. Sauf qu'on a déjà vu ça avec Activision et on sait qu'après le moment youpi, il y a le moment ah oui. Et donc, voilà, cette contrepartie, c'est que d'autres de ces badges bleus n'auront non seulement pas de badge rouge, mais parfois, malgré une ancienneté qui peut dépasser les 10 ans, comme a pu le vérifier Kotaku, d'autres vont être tout simplement remerciés, c'est-à-dire que ils vont être renvoyés à leur boîte d'intérim et on ne renouvellera pas leur collaboration pourtant régulière, parfois comme je le disais de très longue date, avec Nintendo. C'est une tactique qui est somme toute assez classique et assez documentée. On laisse enfler une contestation, ici des intérims qui veulent plus de considération et plus de stabilité, on ouvre la porte à un petit moment, à un petit groupe qui va être trié sur le volet, et de l'autre côté, on dégage un certain nombre de leurs ex-petits camarades. Ça permet d'un côté d'éponger une partie des coûts nécessaires à l'embauche en vrai contrat, et de l'autre, ça permet de rappeler aux précaires qui restent de l'autre côté avec les badges bleus qu'à trop demander, on finit par faire licencier des copains aussi. Voilà, donc pour l'instant, Nintendo of America se refuse à officialiser le moindre chiffre. Il confirme qu'une réorganisation est en cours, qu'elle va créer des postes et qu'elle va virer des gens, que Nintendo est évidemment très reconnaissant aux gens qui s'apprêtent à licencier, mais c'est tout. Selon 4 personnes qui ont été interrogées par le journaliste Ethan Gack chez Kotaku, le compte de CDD interrompu ou non renouvelé pourrait quand même atteindre la centaine de personnes. Ce qui en ferait, en fait, le premier licenciement de masse chez Nintendo depuis le début de cette grande boule de neige dans laquelle Sony et Microsoft ont déjà été pris plusieurs fois depuis le début de l'année 2021.
avec donc 2022 pardon. Et donc avec toujours en toile de fond, évidemment, ce faisceau de sources de plus en plus épais qui pointe vers un report de la sortie de la prochaine console Nintendo, espéré d'abord à la fin de cette année, mais désormais plutôt en route vers la première moitié de 2025. Et c'est justement dans l'optique de la sortie de cette console et du report de cette console aussi, que Nintendo of America aurait cherché à effectivement mitiger certains coûts, mais aussi officialiser certains postes pour restructurer son équipe de QA et de testing autour de la sortie de la future machine. Certain Affinity, ce studio, vous le connaissez peut-être surtout si vous êtes fan de la série Halo. Et bien malheureusement, les mauvaises nouvelles et le licenciation, c'est pas terminé et ça passe par ce studio malheureusement. J'ai dit 3 fois malheureusement, c'est super. Donc il y a eu une petite sonnette d'alarme qui a été tirée récemment par Certain Affinity. 25 emplois sont menacés chez eux, soit l'équivalent de 12% de l'effectif total de l'entreprise. Et après, voilà, la justification, je vous le donne en mille, on ouvre les guillemets. Après un ralentissement du financement de nouveaux projets de développement ou de co-développement dans l'ensemble du secteur et la réticence des acteurs à financer des créations de jeux ou des entreprises qui créent des jeux. Vous connaissez cette chanson, je pense. C'est cette fameuse ritournelle, d'autant plus inquiétante quand on sait quand même que Certain Affinity, c'est quand même un studio qui a plusieurs chantiers en cours. Il y a une mission de co-développement sur Exodus, un RPG d'anciens de Mass Effect, qui est financé pour rappel par Wizards of the Coast. Ce projet-là ne peut pas mettre une entreprise de la taille de celle de Certain Affinity à l'abri par lui seul. Ils ont leur propre FPS, nom de code projet Loro, si je dis pas de bêtises, celui pour lequel on espère quand même qu'ils ont trouvé des financements. C'est peut-être sur celui-ci justement qu'ils ont perdu des financements. Et selon certaines rumeurs récurrentes, mais toujours pas confirmées, il y avait toujours cette idée d'un Monster Hunter-like développé par eux pour le compte de Microsoft, pour une utilisation justement dans le Game Pass. Encore une fois, ça n'avait pas été confirmé. Donc, Certain Affinity, vous les connaissez plutôt comme des assistants au développement, particulièrement actifs durant une période de la vie de la licence Halo, mais aussi auprès de World of Tanks, et plus récemment aussi sur Hogwarts Legacy d'ailleurs. Et l'entreprise ne parviendrait pas manifestement à maintenir tous ses salaires, et ce serait une grande première dans les 17 ans d'histoire du studio, selon justement son patron qui s'appelle Max Oberman. Toujours selon lui, en fait, les personnes concernées par cette charrette, ce sera surtout des gens dans le commerce et dans le marketing. Et a priori, il y aurait vraiment une réflexion de fond qui serait engagée là-bas sur la meilleure manière d'accompagner les partants, avec des indemnités bien sûr, avec un maintien des avantages sociaux le plus longtemps possible, mais également, et ça c'est plus rare et suffisamment rare pour être signalé, le portage à l'extérieur du programme d'intéressement de l'entreprise pour que les personnes qui le désirent puissent continuer à être intéressées sur les succès futurs de l'entreprise par le biais d'actions qu'ils et elles pourront conserver. Ça, je crois que c'est un truc que j'ai rarement vu dans tout ce qu'on a vu passer en tout cas déclaré publiquement, de tout ce qu'on a vu passer de studios annonçant des départs. J'ai l'impression que la plupart du temps, c'est plutôt de l'ordre de on va te les racheter, aller dans l'état où elles sont maintenant. Alors que se dire, écoutez, oui, là, effectivement, le studio est en difficulté, mais on aimerait que le studio aille mieux et on aimerait que vous puissiez un jour bénéficier du fait qu'un jour le studio ira mieux. Philosophiquement, peut-être qu'il y a des trucs qui m'échappent, mais je trouve ça plutôt... ça me semble tirer dans le bon sens, moralement, s'entend, bien sûr. Bon, je vais pas vraiment m'étendre sur le fait que, a priori, la série Hellgate va avoir un nouvel épisode qui s'appelle Hellgate Redemption. Je vous avoue que j'avais mis ça de côté et là, je viens juste d'y repenser. Donc oui, effectivement, une suite à Hellgate London annoncée pour un jour sur PC par un studio qui s'appelle Lunacy Games. Et j'aimerais plutôt vous orienter vers une discussion que j'ai adoré suivre hier, durant ma journée de Pâques, durant mon petit lundi chocolaté. Eh bien, c'était publié par Square Enix, et c'est une discussion à bâton plutôt rompu entre Nobuo Uematsu, donc compositeur sur les Final Fantasy, mais là c'est une discussion autour de Final Fantasy VII Rebirth, Kazushige Nojima, qui est donc scénariste de Final Fantasy VII, scénariste de Final Fantasy IX,
de 9 aussi je crois, du 10 également, mais également du meilleur Final Fantasy, et Tetsuya Nomura qu'on ne présente plus. Et ces 3 gaillards sont assis pendant 45 minutes dans des petits fauteuils confortables et se racontent des anecdotes sur l'histoire de Final Fantasy et parlent tout simplement de leur travail sur Rebirth mais aussi sur FF7. Et puis forcément il sort énormément de choses très intéressantes sur un certain âge d'or de Squaresoft. Je trouve le document particulièrement précieux parce qu'il laisse ces gens-là digresser, se taper des petites barres entre copains. Tout ça, c'est sous-titré en anglais. Ça dure 40 minutes. Et je vais essayer de vous trouver ça et de vous mettre le lien, certes, dans la description de la vidéo, mais aussi le lien sur le chat. Effectivement, le jeu à surveiller en ce moment, c'est clairement Content Warning à récupérer aujourd'hui avant 18 h. Donc vous, quand vous l'aurez vu en VOD, ce sera trop tard. Mais donc Content Warning, qui est un jeu coopératif, il me semble, dans lequel on est censé tourner du found footage. Tourner son propre petit film d'horreur. C'est donc par le studio Landfall qui fait des jeux plutôt rigolos et humoristiques. Et la particularité du jeu, c'est effectivement d'inaugurer une manière, je pense pas que ce soit les premiers, mais d'inaugurer une manière particulière de mettre en avant le marketing du jeu. Jeu gratuit durant les 24 premières heures de distribution. Donc vous qui êtes sur Twitch là, eh bien voilà, vous pouvez vous intéresser à Content Warning et le mettre dès à présent dans votre bibliothèque Steam pour peut-être l'essayer plus tard. Il paraît que c'est très très drôle et il paraît que pour le coup, voilà, si vous vouliez un truc un petit peu 1er avril qui vaut le coup, ça se pose là. Voilà, moi je vais vous laisser. Nous, on se donnera rendez-vous à d'autres moments durant la semaine, bien sûr, sur Origami. Un truc qui est absolument certain, c'est l'hebdo. Vendredi à 13 h, ça me semble assez difficile à déboulonner. Et ce week-end, quoi qu'il arrive, c'est Furax. Ce qui veut dire que vous aurez rendez-vous dès vendredi soir et également samedi avec Héloïse et Lucie Ronfaux pour un programme exceptionnel pour lever des fonds durant le marathon Furax. Et nous, je dis nous, Origami au sens un peu plus large, vous nous retrouverez dimanche. On a essayé de faire concorder un petit peu nos calendriers le dimanche pour animer la chaîne, cette chaîne-là, lever des fonds, vous faire rigoler, lever plus de fonds, vous faire rigoler. Allez, prenez grand soin de vous et on se dit à très vite. Et bien sûr, pour toutes les questions que vous pourriez avoir sur le planning, le Discord d'Origami reste le meilleur endroit où les poser, surtout quand les choses bougent pas mal comme en ce moment. Prenez grand soin de vous. Et puis, c'est les remerciements. C'est les remerciements. Oh là 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 là, doucement la musique qui est absolument sous copyright et que je ne peux absolument pas vous passer. Ah non. Metal Gear Revengeance, c'est Strike, Twitch, YouTube en 5 secondes. Donc non, ça c'est hors de question. En revanche, maintenant qu'on s'écoute un petit outrun, je peux vous dire merci pour votre présence, bien sûr, merci pour votre ouverture aux différents sujets. Remercier également les gens qui nous soutiennent sur Patreon, patreon.com/Origami Media. Ça fait très très plaisir de voir le chiffre qui continue de monter et cet objectif des 10 000 mensuels qui commence doucement à devenir voilà un possible pour nous et un marqueur important pour nous pour continuer. Et puis dans le cadre de cette émission, on le rappelle, merci à Top Achat qui accompagne Origami, qui nous a accompagnés notamment sur pas mal de matériel lors du lancement du média. Et voilà, qui a été vraiment très très cool avec nous. Donc prenez grand soin de vous comme je le disais, à très très vite, et puis rien, mais qui se taise à un moment lui.